Dans les années 90, le punk rock, et plus particulièrement la scène grunge, est en plein essor à Seattle. Mais tout cet univers va être bouleversé en 1994 avec le décès de Kurt Cobain, mais il a été avant ça. En 1993, lors du meurtre d'une chanteuse de punk rock en plein cœur de Seattle. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 juillet 93 à Seattle, dans l'état de Washington. Une femme marche dans les rues de la ville à 3h20 du matin et les passants sont rares à cette heure-là. Alors qu'elle continue sa route, elle aperçoit une forme sur son chemin et elle décide de s'en approcher. Elle découvre qu'il s'agit du corps d'une femme placée en forme de croix et celle-ci semble avoir déjà perdu la vie. Ce témoin part prévenir les secours qui se rendent sur place. Lorsque les autorités et les secours arrivent sur les lieux, la conclusion est sans appel. La jeune femme a déjà perdu la vie. Il s'agit d'une possible scène de crime. La victime porte un sweat à capuche avec le nom d'un groupe de musique marqué dessus, The Gits. Au niveau de la poche centrale du pull, il y a plusieurs objets découverts, dont un portefeuille. Avec de la chance, son contenu peut aider à mettre un nom sur la jeune femme. Mais, coup dur pour les policiers, le portefeuille est totalement vide. Il n'y a aucun document d'identité à l'intérieur. Toujours parmi les objets retrouvés dans la poche, il y a les sous-vêtements, visiblement ceux de la victime. Ces éléments interpellent les enquêteurs qui pensent rapidement à la piste de l'agression sexuelle. Un médecin légiste est appelé pour aider les policiers dans leur travail et donner les premières conclusions avant de pratiquer un examen plus poussé. La victime a reçu de violents coups sur tout son corps, mais la cause de la mort semble être due à autre chose, comme l'indiquent les marques rouges autour du cou et la présence de taches rouges au niveau des yeux. Cela est confirmé lors de l'expertise, la jeune femme est morte des suites d'un étranglement. Mais même sans cet acte, elle n'aurait certainement pas survécu car les coups dont j'ai parlé précédemment ont été faits d'une telle violence qu'ils ont entraîné une hémorragie interne. Et les doutes concernant un abus sexuel sont confirmés lors de l'examen, mais aucune trace ADN n'est découverte dans cette région. Soudain, l'œil du légiste est attiré par des morsures infligées sur la victime au niveau de sa poitrine et par chance, de la salive y est toujours présente. Il est important par contre de se rappeler qu'il s'agit des années 90 et bien qu'on est capable d'identifier des ADN, la technologie est limitée. Il faut que l'échantillon soit en très bon état et surtout qu'il soit d'une quantité suffisante pour lancer l'analyse. Or, ce n'est pas le cas dans cette affaire. L'échantillon est très petit. Ça ne peut pas aider, mais il est tout de même prélevé et mis de côté. Parallèlement, cette journée du 7 juillet, une femme est inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son amie et colocataire Mia Zapata. Celle-ci n'est pas rentrée et elle ne semble pas avoir passé la nuit dans l'appartement comme l'indique son lit resté intact. Elle appelle plusieurs de leurs amis afin de voir si eux ont eu des nouvelles, mais personne ne sait où est Mia. S'ensuivent plusieurs appels au niveau des hôpitaux, puis de la police. Et lors de sa conversation avec les autorités, on lui demande si son amie a une distinction physique permettant de la reconnaître. Et Mila, depuis toute petite, se fait appeler Poulet à cause de sa démarche et c'est devenu son surnom. Elle a justement un tatouage représentant un poulet au niveau de sa jambe, tout comme l'agendo découverte le matin même. Mais d'après des informations obtenues lors de mes recherches, Mia venait déjà d'être identifiée par quelqu'un, par l'assistante du médecin légiste qui était une fan du groupe The Gits, le nom inscrit sur le vêtement de la victime. Parce qu'en fait, Mia Zapata n'est pas une inconnue au niveau de la scène punk rock de Seattle où elle a commencé à se faire un nom avec son groupe The Gits. Je vous propose maintenant d'en apprendre un peu plus sur la jeune femme. Mia est née le 25 août 1965 à Louisville, dans le Kentucky, où elle grandit entourée de sa famille. Dès son enfance, elle est attirée par la musique et elle commence à jouer du piano et de la guitare à partir de ses 9 ans. Parmi les courants musicaux qui l'inspirent se trouvent le punk rock, le jazz, le blues et le R&B. Elle continue d'évoluer ainsi dans une famille assez aisée financièrement, mais au sein de laquelle elle montre deux personnalités. Son père l'explique ainsi. Mia vivait dans deux mondes différents. Elle vivait sur deux côtés différents d'une rue. Le côté droit, avec des écoles paroissiales, une famille aisée et des clubs de tennis. Mais lorsqu'elle traversait la rue, les choses matérielles n'avaient aucune importance pour elle. Après avoir fini sa scolarité à Louisville, Mia part pour une université de l'Ohio pour étudier l'art et c'est là-bas qu'elle va pleinement découvrir qui elle est et ce qu'elle aime.
Elle se rapproche d'autres personnes de son école qui deviennent ses amies, passionnées de musique, particulièrement de punk rock, comme elle. En 1986, avec 3 amis et avec elle comme chanteuse principale, le groupe The Geats est créé et reste joué dans le coin. Mais les musiciens aspirent à plus grand et ils décident de partir en 1989 pour s'installer dans la ville de Seattle où la scène punk rock et surtout grunge s'impose avec des groupes comme Nirvana et Pearl Jam pour ne citer que. The Geats se fait remarquer, et d'autant plus avec une chanteuse comme Mia, parce qu'il ne faut pas oublier que 75% des groupes punk rock étaient composés d'hommes uniquement. La présence de Mia permettait de mettre en avant la présence des femmes dans le milieu et aussi d'inspirer la communauté féministe de Seattle. De voir une chanteuse avec des origines mexicaines héritées par son grand-père paternel la distinguait également des autres et du profil punk rock habituel. Depuis leur arrivée à Seattle, le groupe enchaîne les petits concerts et se forge une communauté en s'imposant sur cette scène en plein essor. En 1992, le groupe sort son album Frenching the Body et reçoit des critiques positives tout en intéressant de potentiels labels. Après cette sortie, The Geats part faire une tournée nationale et enchaîne avec les enregistrements pour le second album Hunter the Conquering Chicken. Cet album en préparation, la même année que le décès de Mia, sera le deuxième et le dernier album du groupe. Maintenant qu'on en a appris un peu plus sur Mia, il faut comprendre ce qu'il a pu se passer et surtout qui a pu faire ça à la jeune chanteuse. Les policiers partent interroger les proches de la victime afin de reconstituer les éléments de la soirée. Ses amis déclarent qu'elle est arrivée à la taverne La Comète vers 20h30. Elle semblait heureuse et épanouie, elle avait même changé son apparence, ayant enlevé ses dreadlocks pour laisser ses cheveux courts. Ce soir-là, c'était une soirée de célébration. Ils célébraient son retour à Seattle après qu'elle ait fait une tournée avec le groupe, le fait qu'un label important les ait approchés et également une future tournée à venir. Vers 22h30, Mia est partie de la taverne et elle se rend avec une amie dans un bar proche de là. Puis finalement, elle retourne à la taverne à 23h30. Mais son comportement avait changé en comparaison depuis le début de la soirée. Elle semblait sous le coup de l'alcool, déprimée, et elle parlait de sa rupture avec un autre musicien, Robert Jenkins. Les deux avaient eu une relation qui a duré presque 2 ans et qui s'était terminée quelques semaines auparavant. Mia avait du mal à se remettre de cette histoire et elle était blessée de voir que Robert avait tourné la page avec une nouvelle petite amie. À force de ruminer toutes ces questions autour de sa relation, ses amis lui ont conseillé d'en parler au principal concerné. C'est ce qu'a fait la jeune femme lorsqu'elle a quitté la taverne à minuit 30 pour se rendre jusqu'au studio où Robert travaillait et y passait parfois la nuit. Mais elle ne l'a pas trouvé et à la place, elle s'est mise à tambouriner à la porte d'une amie vivant juste au-dessus à 1h du matin. Cette amie l'a laissée entrer dans son logement et elle a constaté que Mia était furieuse. Ses émotions étaient fortes, augmentées avec sa consommation d'alcool. Elle est restée un moment dans le logement, puis elle a annoncé à 2h qu'elle allait prendre un taxi au coin de la rue et rentrer dormir chez elle. Son amie lui a proposé de rester passer la nuit, mais elle l'a refusé et elle est partie avec ses écouteurs dans les oreilles. Malheureusement, Mia n'arrivera jamais chez elle et ce fut la dernière fois qu'elle a été aperçue vivante. Alors a-t-elle pris un taxi? A-t-elle finalement vu Robert et les choses ont mal tourné? Il faut le découvrir, car tout ce que les policiers savent pour le moment, c'est qu'elle était proche de la taverne à 2h du matin et que son corps a été découvert entre la 24e avenue et la rue de Washington à 3h20. Robert est interrogé sur le déroulement de sa soirée. Il indique avoir vu Mia, mais beaucoup plus tôt, vers 18h30, lorsqu'elle est passée le voir avec son groupe au studio. Elle est restée jusqu'à 20h30, puis elle est partie se rendre à la taverne. Après ça, il ne l'a pas revue, et lui, il a passé la soirée avec 3 amis avant d'aller dormir chez sa nouvelle copine. Son alibi est vérifié et confirmé, Robert est écarté de la liste des suspects. Tout l'entourage de la jeune femme est interrogé, chaque personne ayant fréquenté Mia et son entourage. Environ 150 personnes sont questionnées, mais aucune nouvelle information ne va aider l'enquête, et sur ce qui s'est passé entre 2h et 3h30 du matin, ça reste un mystère. Les membres de The Geats sont frustrés de voir l'affaire stagner et ils décident d'agir de leur côté pour faire bouger les choses. Ils souhaitent engager un détective privé, mais il leur faut de l'argent pour ça. Pour y parvenir, le groupe organise un concert afin de récolter des fonds et la scène musicale de Seattle répond présente. Parmi les artistes, on retrouve Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden par exemple, et cet événement permet au groupe de récolter $70 000
et ainsi d'engager Lee Eon afin qu'elle enquête de son côté sur la mort de leur ami. La détective commence son enquête en s'infiltrant dans le monde de la nuit de Seattle afin d'interroger les habitués sur ce qu'ils ont vu cette soirée du 7 juillet. Rien de concret n'en ressort. Elle interroge à son tour Robert à plusieurs reprises et celui-ci est toujours très coopératif pour répondre à ses questions et pour aider dans l'enquête. Malgré ses tentatives d'en apprendre plus et des informations que les personnes lui transmettent, rien n'aide à faire avancer l'enquête et cependant une année. Après un an de recherche non fructueuse, Lee reçoit l'appel d'une jeune femme qui souhaite signaler un événement étrange survenu avec un homme. Elle lui explique avoir fait la connaissance de Scott Saylor, un grand fan de Mia Zapata. Pendant leur conversation, Scott lui a expliqué avoir eu une brève relation avec la jeune femme avant qu'elle ne sorte avec Robert. Et soudainement, la conversation a pris une tournure étrange. Il a commencé à dire des choses qui n'avaient aucun sens. Il partait dans des explications au sujet du mal, de la nécessité de se pardonner pour ce qui est arrivé à Mia. Et le dernier élément qui l'a rendu mal à l'aise, c'est lorsqu'elle regardait le carnet notes ouvert du jeune homme avec marqué dessus « Mort de la déesse Mia ». Il n'y a rien de concret permettant de le soupçonner, mais l'impression qu'il lui a laissée n'était pas bonne. Il était étrange, trop obsessionnel et semblait dans un certain délire en lien avec la chanteuse. C'est pourquoi elle a souhaité en parler avec la détective. Lee trouve les coordonnées de Scott et il accepte de la rencontrer pour lui parler. Avant de le retrouver, celle-ci découvre qu'en plus d'être un grand fan, il est également un chauffeur de taxi. Un élément intéressant. Lors de la rencontre, assez rapidement, il confirme ce qu'il a dit précédemment. Il connaissait Mia, il a eu une brève histoire avec elle. Concernant la nuit de l'attaque, Scott n'était pas en service, il ne travaillait pas et surtout il n'était même pas en ville. Ayant pris note de ces déclarations, la détective décide de vérifier ses propos et, surprise, Scott a menti. Le 7 juillet, il travaillait pour une compagnie de taxi dans la ville de Seattle. Mais pourquoi mentir à ce sujet? Est-ce qu'il a récupéré Mia lorsqu'elle était à la recherche d'un taxi? C'est ce que Lee doit découvrir. Elle retourne lui parler et elle le met face à ses mensonges. Elle sait qu'il était à Seattle pendant ses soirées et elle a aussi parlé à ses amis qui lui ont révélé des choses intéressantes. Juste après le meurtre de Mia, Scott est parti de la ville pendant 3 mois. Il traverse une période sombre durant laquelle il a tenté de mettre fin à ses jours à 3 reprises. En entendant ce que la détective lui annonce, Scott s'effondre en sanglots. Il lui explique qu'il a traversé une période compliquée à cause de sa consommation de drogue et qu'en réalité, il ne se souvient de pratiquement rien concernant cette période. Lee a le sentiment qu'il peut être le responsable et elle contacte la police pour lui transmettre les informations sur Scott. Celui-ci est alors convoqué au poste afin de passer au détecteur de mensonges. Lorsqu'on lui pose des questions concernant le décès de Mia, son rythme cardiaque s'intensifie. Mais l'expert explique que cela n'est pas un signe de son implication, c'est plutôt l'expression de l'instabilité du jeune homme qui s'exprime. Étant donné que la police n'a rien contre lui, il ressort libre et il rentre chez lui. Lee continue son enquête pendant 2 ans, mais après des investigations sur en tout 3 ans qui ne donnent rien, les recherches s'arrêtent. Et c'est ainsi que l'affaire Mia Zapata devient un cold case. Cependant, si l'affaire n'avance pas, l'impact de ce meurtre, lui, continue d'atteindre les habitants de Seattle et de la scène musicale, et il inspire les femmes à se défendre. Un groupe punk rock féminin proche de Mia, les 7 Year Bitch, sort un album en hommage à la jeune femme sous le nom de Biba Zapata. Il y a aussi les artistes comme Joan Jett et Kathleen Hanna avec leur titre Home Alive. Et les artistes et musiciens de la ville ne se sentent plus en sécurité, spécialement les femmes qui souhaitent agir et offrir des solutions. C'est ainsi que naît l'organisme anti-violence Home Alive, un groupe offrant des cours d'autodéfense au sein de Seattle. Et tous souhaitent avant tout que la justice soit faite et que le responsable de cet acte atroce ne soit plus en possibilité de faire du mal au sein de la société. Et il faut attendre d'être en 2001 pour que cette volonté se fasse plus réelle avec la création d'une unité en charge de la résolution des cold cases. Parmi les dossiers sur lesquels elle travaille se trouve celui de l'affaire Mia Zapata. En le parcourant, les enquêteurs découvrent l'échantillon ADN qui n'avait pas pu être exploité, mais étant donné que 8 ans se sont écoulés, ils décident d'essayer à nouveau. Les espoirs sont minces au vu des années et surtout de la quantité minime en leur possession. Mais pourtant,
après 1 an d'attente, un ADN masculin est extrait de cet échantillon. Malgré une tentative de comparaison, il n'y a aucune correspondance dans le CODIS. Mais tout change, seulement quelques mois après lorsqu'un appel du laboratoire les informe d'une nouvelle correspondance. Il s'agit d'un homme arrêté pour cambriolage en décembre 2002 et qui, de ce fait, a donné son ADN qui a été ajouté à la base de données. Cet homme se nomme Jesus Mesquia, originaire de Cuba qui s'est installé aux États-Unis dans les années 80. Le problème qui se pose aux inspecteurs, c'est que Jesus vit en Floride, donc loin de la scène de crime. Il faut pouvoir prouver qu'il était dans le coin au moment des faits. Et les policiers ont beaucoup de chance avec la consultation des rapports de police de l'année 93 lorsqu'ils tombent sur une contravention émise contre cet homme dans la ville de Seattle. Il y a une autre preuve pour attester de sa présence. Le fait qu'il vivait avec son ancienne petite amie dans son logement de Seattle à seulement quelques blocs de là où on a découvert le corps de Mia. Et Jesus a un passé criminel derrière lui, dont une condamnation pour exhibitionnisme et violence domestique à Seattle et en Floride. Les enquêteurs s'envolent pour la Floride afin d'interroger Jesus. Ce qu'ils craignent, c'est qu'il n'invoque directement son droit à l'avocat et qu'ainsi il ferme court à toute discussion. Alors il ruse. Les policiers ne lui disent pas la vraie raison de leur présence. Ils lui expliquent qu'ils sont là pour résoudre un meurtre dans lequel ils suspectent l'ex-compagne de Jesus, celle vivant à Seattle, d'être impliquée avec 5 autres femmes. S'ils veulent lui parler, c'est pour avoir son aide dans cette affaire. Donc il lui présente 5 photos de femmes, dont une de Mia, afin de savoir s'il les connaît. Pour chacune d'elles, Jesus nie connaître ces femmes et quand vient le tour de la photo de Mia, il dément la connaître. Les policiers insistent. L'a-t-il déjà vue? A-t-il été en contact avec elle? A-t-il eu une relation avec elle? Non, non et encore non. À ce moment-là, les policiers savent qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, qu'ils nient la connaître et qu'ainsi il n'ait aucune justification concernant la présence de son ADN sur son corps. Alors calmement, les enquêteurs regardent Jesus et lui disent clairement qu'ils le pensent responsable de la mort d'une des femmes présentées en photo. Le suspect s'énerve, s'indigne et il répète n'en connaître aucune. Pour preuve, d'après lui, il suffit de regarder ses mains. Elles ne tremblent pas, ça prouve qu'il dit la vérité. Les policiers lui annoncent que son ADN a été découvert sur le corps de Mia Zapata, brutalement tuée en 93, et ils procèdent à son arrestation pour son meurtre. Le procès de Jesus se tient en 2004 où il plaide non coupable. Sans explication de la part de l'accusé, le procureur expose son hypothèse concernant le scénario de ce meurtre. La copine de Jesus n'était pas en ville ce week-end-là, et l'homme s'est mis en quête de partir à la recherche d'une femme qu'il pourrait agresser. Il se balade dans les rues lorsqu'il aperçoit Mia marcher seule avec ses écouteurs aux alentours de 2 h du matin. Jesus s'approche discrètement derrière elle, il se saisit de Mia et il parvient à l'amener jusqu'à son véhicule où il la bat, il la viole et il l'étrangle. Puis il conduit le véhicule jusqu'à une intersection un peu plus loin, sort la jeune femme et la place sur la route avant de remonter dans sa voiture et de rentrer chez lui. À la fin du procès, Jesus est déclaré coupable et il est condamné à 37 ans de prison. Il fait appel et sa sentence passe de 37 ans à 36 ans. Il ne finit pas la totalité de sa peine puisqu'il est décédé dans un hôpital de Washington le 21 janvier 2021 à l'âge de 66 ans. Le décès de Mia Zapata a marqué un tournant dans l'histoire musicale du punk rock et de la scène musicale de Seattle. Pour beaucoup, il est le point de départ concernant le déclin de ce courant musical, marquant la fin de l'innocence et qui suivra avec le décès de Kurt Cobain l'année suivante. Mais sa mort a aussi permis de faire réagir une communauté, de faire prendre conscience que personne n'est invincible et que les risques sont réels. L'héritage de Mia, la création de Home Alive, est toujours présent 29 ans après. Mia Zapata reste cette chanteuse talentueuse qui s'impose et elle reste un symbole pour beaucoup de personnes. Elle est aussi désignée comme faisant partie du groupe tristement célèbre des 27, même si moins souvent cité que d'autres artistes. Bien qu'aujourd'hui nous abordons principalement la fin de sa vie et l'horreur qu'elle a vécue, j'aimerais qu'on se souvienne également de ce qu'elle a accompli en tant qu'humain et en tant que chanteuse. Grâce à ses musiques, nous avons toujours accès à la passion qu'elle avait en elle et à ce que The Gits a laissé en héritage avant de vivre une fin prématurée. C'est tout pour cette affaire, si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.